Matryoshka. Cette conscience de travailler pour un service public à valeur constitutionnelle, il a depuis près d'un demi-siècle. En tant que procureur, François Molins a toujours voulu travailler, œuvrer pour l'ordre public. Mais l'équilibre est souvent complexe quand il y a un drame. L'actualité s'accélère, les passions se déchaînent. C'est le cas par exemple lors des émeutes de 2005. Il était en place, François Molins. On a vu, nous, de l'extérieur, les banlieues s'embraser à la suite du décès de Zied Bouna, mais à chaud, à l'intérieur, au moment où ça se passe, quelle a été sa lecture? Il nous raconte. C'est quelque chose de dramatique parce que, au fond, ça n'aurait jamais dû arriver et ça signe en réalité le type de relation qu'il y a entre les jeunes et la police. C'est pas normal que des jeunes qui n'ont rien fait, à la seule vue d'uniforme, prennent la fuite. Il y a un problème. Et vous, qu'est-ce que vous avez eu à faire dans ce temps-là? Ce qu'on a à faire, quand on est procureur, dans ce cas-là, c'est de trouver les organisations de son parquet pour faire face à l'événement. C'est-à-dire que, d'abord, on n'est pas en charge de l'ordre public, au sens, ça c'est le préfet et la police. Donc déjà, on a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de casse, qu'il n'y ait pas eu de mort dans les interventions de la police, parce que c'était quand même extrêmement chaud. Il y a des dizaines de lycées et de collèges qui ont été incendiés en Seine-Saint-Denis à cette époque. Le conseil de prud'homme et le tribunal d'instance à Bobigny. Donc, chaque nuit, des dizaines et des dizaines de gens interpellés par la police. Tous embrasés. Voilà. Il faut se mettre en situation de gérer tout ça, puisque quand des gens sont interpellés pour avoir commis une infraction, c'est le procureur qui va apprécier la suite à donner. Donc, on a adapté nos dispositifs. On s'est rendu compte que la permanence téléphonique à domicile, face à tout ça, c'était pas possible. Donc on a opté pour quelque chose qui était à l'époque assez révolutionnaire. On tenait la permanence téléphonique la nuit, dans les locaux de la sûreté départementale, avec le chef de la sûreté, et on était avec lui en permanence pour écouter les conversations radio, ce qui faisait qu'en réalité, on était avisé immédiatement des interpellations, et on pouvait du coup arbitrer immédiatement ce qui devait relever de la garde à vue ou pas avec lui. Donc on était vraiment au cœur de l'événement, c'est même pas de une réactivité maximale, on était presque dans le proactif. Et quand vous voyez toute cette jeunesse qui s'embrasait comme ça, de cette façon-là, vous disiez quoi? La société crie quelque chose? Vous disiez ça va s'arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Ça signait le mal des banlieues. C'est toujours dans ces cas-là, ça vous renvoie à une forme de syndrome d'anxiété parce que vous êtes dans une spirale sans fin et vous vous demandez toujours combien de temps ça va durer, quand ça va s'arrêter, avec toujours la crainte du gros dégât humain. Mars 2012, il y a l'affaire Mera, la tuerie à Toulouse. Il y a janvier 2015, les tueries de Charlie Hebdo. Le 13 novembre 2015, les attentats dans l'est de Paris. Donc vous, en tant que procureur de la République, qu'est-ce que vous dites que vous portez là, dans ce temps-là? Mais c'est un peu comme avec les banlieues, même si c'est différent. C'est des circonstances dans lesquelles on est confronté à des enjeux hors normes, qui sont tout à fait exceptionnels, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et on le pose comment l'enjeu? C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, là, à l'époque, ça peut être de retrouver des terroristes et de les neutraliser, mais les enjeux ils sont multiples sur un dossier terroriste, parce qu'il faut diriger l'enquête. Donc c'est un enjeu considérable quand sur une enquête vous avez 1 millier d'officiers de police judiciaire, ce qui était le cas des attentats de 2015. Mera, c'est des centaines d'officiers de police judiciaire. Donc une enquête menée par 800 ou 1000 OPJ, ce n'est pas une enquête qui est menée par un OPJ. Alors comment on fait dans ce cas-là? On a appliqué une recette qui avait été conçue par mon prédécesseur à Paris, Jean-Claude Marin, mais qu'il n'avait jamais mis en œuvre. On a activé ce qu'on appelait la cellule de crise. C'est-à-dire que c'est tout l'avantage d'un parquet. À l'époque, la section antiterroriste, c'est 7 ou 8 magistrats. Mais le parquet de Paris, c'était 130 personnes. Donc on a utilisé une liste de crises qu'on avait pour faire venir en renfort des collègues de toutes les sections qui avaient l'habitude de travailler sur le crime organisé, la délinquance écophile et les sections de permanence. Et avec ça, on a monté un dispositif de cellules de crise qui fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'on a tenu pendant 12 jours. Donc il y a tous ces outils, oui. Mais au cœur de l'homme. Comment est-ce que vous arrivez à garder une sorte de lucidité? La lucidité, vous êtes obligé de l'avoir de toute façon parce que vous avez des choix à faire. Donc, quelle que soit l'émotion que vous ressentez, vous êtes obligé d'être dans un exercice très professionnel, le plus rigoureux possible. Et la lucidité, elle peut se manifester de façon très différente suivant les personnalités. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on était tous sidérés, ça c'est certain, par ce qu'on avait vu.
On était complètement sidérés. On était aussi un peu dépassés par les enjeux. En réalité, on se rend compte qu'on a été transcendés par les enjeux, parce qu'on est arrivé à faire des choses qu'on n'avait jamais faites avant. Et mon office, en réalité, consistait à m'assurer que les choses marchaient bien. Et si elles ne marchaient pas suffisamment bien, à ce moment-là, j'intervenais pour recadrer. Et puis, je m'occupais aussi surtout des relations avec les partenaires extérieurs et le politique pour qu'on nous laisse travailler tranquillement. Ça, c'est pour vos équipes. Ouais. Et pour nous, le reste de la France, qu'est-ce que vous On a communiqué parce qu'on sentait bien qu'il fallait tout expliquer. Qu'est-ce qui vous guidait dans la façon dont vous vous adressiez pour essayer de rassurer les populations? Alors rassurer, on ne l'a pas fait pour ça au début, on ne s'en est pas rendu compte, honnêtement. On s'est mis dans une optique d'en dire le plus possible, mais pas non plus en dire trop. Parce que dans ce genre de choses, en réalité, vous êtes confronté à un problème, c'est que la presse, elle est dans l'hystérie médiatique. C'est la course à l'échalote pour savoir quel média sortira l'information le premier. On ne s'est pas du tout inscrit dans la course dans cette dynamique des médiatetés. On a toujours choisi et assumé le fait d'avoir un temps de recul, c'est-à-dire de renvoyer effectivement à l'organisation de ces conférences de presse, qui venaient peut-être plus tard, qui peut-être reprenaient des éléments qui étaient déjà connus, mais qui avait un élément qui, je pense, était très pédagogique, c'est d'abord que c'était la parole du procureur. Je pense qu'elle n'est pas décrédibilisée du tout. Elle a de la valeur et du poids, la parole d'un procureur aujourd'hui. Et l'exercice consistait effectivement à remettre les choses en ordre, en perspective, à raconter une histoire en y mettant ce qu'on pouvait raconter, sans trahir le secret des investigations et sans mettre à mal la dignité des victimes. Oui, ce que vous dites, c'est que vous essayez de donner du sens. Oui, oui, oui. On essayait toujours aussi de passer des messages. On parlait beaucoup des victimes. Donc on a toujours essayé de mettre dans les points presse de la compassion et de l'empathie pour les victimes. Ça, vous regardez toutes les conférences de presse chaque fois. Mais c'était vraiment une volonté de notre part. Puis on le ressentait comme ça. Moi, je crois beaucoup aux vertus de l'empathie dans ce type de message. Voilà. Donc il y a des façons de raconter. Ça a apporté des compétences particulières, des enseignements particuliers à partager même. En termes de compétences, c'est sûr qu'on a acquis à l'époque sur la gestion des attentats de 2015-2016 une expérience qu'on partage avec personne, parce que personne, je pense, n'a eu à ce degré-là, en tout cas en Europe. Il y a peut-être l'attentat de Bombay il y a plusieurs années. On n'avait jamais eu des attentats multisites comme ça. Moi, le soir du 13 novembre 2015, j'avais 10 scènes de crime. 10, c'est considérable. Et là, cette idée de défendre les intérêts de la société, oui, bien sûr. C'est ça qui vous anime. Comment est-ce que vous pensez ça? Qu'est-ce que vous vous dites, en fait? Alors, on est quand Quelle même, est votre philosophie, limite, à ce moment-là? En dehors de la question de l'émotion ou du droit, finalement, qu'est-ce que vous pensez? Si vous voulez, là, on est dans la mission globale du ministère public. Le procureur, il en charge, bien sûr, la défense de l'ordre public. Donc, en matière de terrorisme, on prend bien sûr peut-être compte encore plus qu'ailleurs de l'intérêt de cette mission, parce que le terrorisme, il est vraiment dirigé contre l'État. La finalité ultime, c'est effectivement de déstabiliser l'État et la puissance publique.